Bonjour petits et grands lecteurs, bonne année, bonne santé, espérons qu'elle soit un peu mieux que 2021. Je pense particulièrement à toutes les personnes qui ont vécu vraiment une année 2021 top of the top au niveau c'était nul. Voilà, on va espérer que 2022 soit un petit peu mieux. C'est un peu compliqué en ce moment de souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année, voilà, donc je vous le souhaite sur YouTube. Je ne l'ai pas encore fait sur Instagram, mais on a tout le mois de janvier pour le faire. Comme je vous l'ai dit, je me suis un peu coupée des réseaux sociaux entre guillemets, voilà, pendant une semaine. Même si les joies de l'entrepreneuriat font que tu n'as pas vraiment de vacances, il faut toujours que tu travailles, voilà, pour le coup. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait d'une box littéraire. C'est une box littéraire où vous pourrez retrouver le livre d'Emily Norxen, donc Une couronne d'os et d'épines, publié dans la maison d'édition Les Trois Nantes que j'ai fondée. Donc voilà, c'est un super coup de pouce pour ce début de janvier, comme dans toutes les box. Donc un livre plus des goodies, mais il faut savoir que cette box là, elle est responsable et elle vise à mettre en avant le Made in France. Donc voilà, c'était des choses qui me parlaient, je me suis dit c'est hyper cool d'être dans une box littéraire, donc voilà, je vous mets l'adresse du lien en barre d'infos. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse professionnelle quand je fais ça. Et donc je vous rappelle que ce soir on sera en live sur Twitch comme tous les mercredis soirs, à part bien sûr si j'ai des problèmes à 20 h, et je vais vous présenter l'update lecture. Là je tourne autour du pot, mais on va commencer par ces lectures, beaucoup de choses qui m'ont été envoyées par des maisons d'édition. C'est un livre qui a été oublié de l'année dernière. Je sais pas, j'étais sur ma liste et là je me suis dit ah mince, je l'ai lu et j'ai oublié de le chroniquer. Donc je vous parle du Goût de la victoire de Ken Liu qui Pocket m'avait envoyé. Désolé pour le retard. Mais donc c'est la suite. Où es-tu? Où es-tu, Ken Liu? Ken Liu est par là-bas. La grâce des rois, c'est ça. Ken Liu c'est un auteur, donc je crois qui est chinois, et donc c'est de la silk punk, c'est-à-dire que c'est un dérivé du steampunk où la soie est le principe essentiel, on va dire la technologie essentielle de ce monde. Alors on se calme un peu sur le silk punk parce que c'est quand même très léger dans le récit. Dans le premier tome, on suivait donc une histoire tournée autour de deux opposants politiques qui s'aboutit à ce tome 2. Ça va être très dur pour moi de vous le chroniquer parce que ça spoil tout le tome 1, donc je vais le faire en sorte que ça ne spoile pas. Dans ce tome 2, on suit les enfants d'un des gagnants, puis le régime politique mis en place après, donc ce grand combat un peu tenu en haleine le lecteur, voilà, c'est très inspiré de l'Asie, il y a des combats au sabre il me semble, il y a un peu de technologie silkpunk qui est un peu plus étudiée dans celui-ci. Bref, celui-ci est énormément tourné sur les complots de cour. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon on va me taper sur les doigts. Le tome 2 a été en demi-teinte, il y a des choses que j'ai bien aimées et il y a une lenteur qui est très présente dans le récit. Je pense que c'est le point le plus négatif qu'on a retiré de ce roman. On va nous expliquer toute sa petite famille au mec et tu dis ok, mais elle est où l'action dans l'histoire? Il est où l'intérêt de l'histoire? T'as presque un peu l'impression d'avoir du fanservice d'une certaine manière, et c'est très lent. C'est qu'à partir de la moitié du roman que le récit se complexifie. C'est exclusivement des complots de cour mis à part un petit peu à la fin. Je dois dire que j'étais un petit peu surprise de ça, notamment par le côté très jeunesse parce qu'on suit vraiment des enfants, donc c'est très en décalage avec ce qu'on avait eu avant sur les combats. C'était très épique le premier, ça bougeait pas mal, il y avait de l'action. Là on est vraiment sur un rythme du récit qui est extrêmement lent. Il faut s'accrocher, moi je me suis dit sur le coup c'est parce qu'on me l'a envoyé, il faut que je le termine parce que franchement j'ai été en train de ramer au début du roman, et vient la deuxième partie où on a des complots qui se trament un peu plus, et pour moi ça a été vraiment l'intérêt majeur du récit, c'est que c'était plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi c'est que c'est totalement lié au tome 1, il y a beaucoup de personnages qui sont un peu traîtres, du moins même les personnages positifs que t'as suivis dans celui-ci vont peut-être pas forcément être positifs. En fait il y a vraiment une nuance chez les personnages, ils font tous des actes et des décisions, et c'était déjà le cas dans le tome 1, qui peuvent être remises en compte sur le terme de la moralité. Et donc on suit autant ses enfants, ce mec là avec ses concubines, voilà, et d'autres parties du royaume, et c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est vraiment de voyager un peu plus autour du royaume pour en découvrir. J'ai eu un attachement particulier pour un personnage féminin parce qu'il y a des questions qui sont dans le texte très intéressantes et qu'on voit. En fait ça prend énormément son temps, mais en même temps c'est assez agréable quand on a terminé le livre, parce que on est face à un récit dont on n'a pas forcément l'habitude de la lecture, c'est-à-dire que la reconstruction de royaume, la gestion de royaume assez poussée, tout ce qui concerne l'économie, la guerre, mais surtout l'éducation. Il y a toute une question sur la philosophie dans le texte, voilà, on a toute une question sur les écoles de pensée, la philosophie. Ce que c'était le plus passionnant en fait du roman, mais c'est extrêmement lent. Voilà, pour le coup il y a des moments, il y a beaucoup de longueur. Heureusement qu'il y a certains personnages, et notamment les personnages féminins sont plutôt badass, et je
les aime beaucoup dans le texte. On a vraiment ce côté asiatique qui ressort, qui est très agréable. Moi je lis pas beaucoup de fantaisie asiatique, pour le coup je suis assez servie là-dedans. Le seul petit truc aussi c'est que j'ai à souligner, et ça c'est un petit peu dommage, c'est que ce récit est le récit un peu instigateur de ce qu'on dit le silkpunk, comme je vous le disais. Il y a très peu de choses sur le silkpunk, sur la technologie, c'est un petit peu émietté dans le texte, mais vous attendez pas un univers extrêmement construit au niveau de la technologie. On est vraiment plus sur des complots de cours, notamment si vous aimez un peu les films, les dramas coréens, mais pas les dramas coréens, vous savez, Cœur Rose, les dramas coréens un peu historiques, il y a ce côté, je trouve, un peu là-dedans, voilà, dans ce côté complot de cours, qui va succéder au père, les concubines qui se tapent un peu dessus, en tsun, bref, les contrées à gérer, voilà, les seigneuries et tout, et toutes ces questions de gestion de royaume qui sont assez intéressantes. Donc je dirais le tome 3 parce que là en fait j'ai envie de savoir la suite, parce que sachant que la fin, en fait peut-être les 50 dernières pages c'est vraiment les pages où il y a de l'action, et t'es en mode ah ben on avait lu tout ça pour arriver enfin à ça, et ce qui est assez frustrant parce que t'as pas la suite. Donc frustration. Mais pour le coup, je lis pas suffisamment de fantaisie asiatique pour vous faire un retour vis-à-vis de ce qui est publié autre part, mais c'est assez agréable, c'est très facile à lire hein, pour le coup. Par contre, c'est extrêmement descriptif, il y a beaucoup de longueur, de détails, bref, pour un lectorat qui aime beaucoup l'action, ça va pas, je pense, passer. Par contre, pour des lecteurs qui aiment bien quand ça prend son temps, qui aiment bien l'ambiance asiatique, qui n'aiment pas non plus les univers hyper poussés, c'est un peu, comment dire, contradictoire de ce que je viens de dire, mais il y a beaucoup de détails sans que ça soit vraiment poussé. C'est assez étrange à énoncer, mais quand tu le lis, t'as un peu ce ressenti-là où t'as des détails sur les tenues, sur ce genre de choses, mais pas forcément énormément sur la géopolitique ou sur la construction de l'univers. Mais pour le coup, c'est, je trouve, un livre à découvrir. Le tome 1 est bien meilleur selon moi en termes d'enjeux, en termes même de tristesse, parce qu'il y a des personnages qui meurent dans le texte. Dans le tome 1, il y avait vraiment des choses qui étaient très tristes, palpitantes, j'avais beaucoup aimé. Là on est sur un roman qui est vraiment de moins bonne facture, sans être un truc détestable à lire hein, mais il faut savoir que faut pas y être quand t'as une légère panne de lecture ou que t'as envie de lire un truc qui bouge un peu hein. C'est vraiment là, t'as envie d'un truc posé, très calme. Les amateurs de la roue du temps ils vont aimer hein. Oui je me permets, mais c'est typiquement ce genre de récit où tu rames pour avancer. J'attends le tome 3 pour faire vraiment un avis, j'espère que ça va pas être une série en 5 tomes, j'espère que Ken Liu va s'arrêter à la trilogie, mais au moins ça me permet de découvrir un petit peu le genre. Je suis assez embêtée de vous en parler parce que je suis assez triste de ma lecture, parce que c'est un auteur que j'adore, c'est la série que je préfère de cet auteur, et je l'attendais beaucoup. J'avais déjà eu un petit peu ce ressenti-là dans le tome précédent, même si, pour tout vous dire, j'ai préféré le tome précédent. Je suis tristesse en ce début d'année pour vous le présenter, parce que je me suis même posé la question, est-ce que c'est parce que j'étais très fatiguée que j'avais du mal à apprécier ma lecture? J'ai lu un autre livre en parallèle que j'ai beaucoup aimé, donc je pense que c'est vraiment lié au bouquin. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Bah, j'ai lu L'émissaire de Pierre Pével, que j'adore, c'est donc Au Royaume, c'est le tome 5. L'arbac, il est très très beau, bref, un très bel objet livre. Simplement, je dois déjà noter que j'ai l'impression que Au Royaume, plus on avance dans la série, plus les tomes sont courts, donc ça me déstabilise un peu parce que ça me frustre, et je dois vous dire que autant les 2-3 premiers tomes étaient vraiment bons, là j'ai l'impression que la série descend un petit peu en termes de qualité. Je vais vous le présenter, un petit peu expliquer pourquoi. Il y a quand même du bon, hein, ça n'a pas non plus été une lecture désagréable, simplement en fait par rapport à ce qui a été produit avant, je suis un peu triste vers où ça part, dans quoi ça part. Donc Au Royaume, c'est une histoire que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est l'histoire de Lorne. Lorne, c'est un homme qui est frappé par une sorte de malédiction dans son royaume. Il a été amoureux d'une femme, mais le destin va faire qu'il va être envoyé en prison. À sa sortie de prison, qui a été demandée par le haut roi, il va devoir travailler pour lui, notamment monter une garde particulière. Je crois que c'est la garde d'Onyx, je ne sais plus exactement, pour protéger ce roi. Il y a plein de complots, je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous spoil toute l'histoire. Dans celui-ci, il y a eu un grand événement qui s'est passé dans le tome 4. Je dois dire que le tome 4 et 5, c'est vraiment un basculement au niveau de la série, je trouve. Et on suit Lorne après ce basculement qui va tenter de sauver un de ses amis, un de ses vieux amis, et qui va se mettre dans la merde pour le faire. Alors, je dois déjà vous présenter peut-être le positif avant.
Il y a une romance que j'adore dans Le Royaume et pour le coup il y a un bout de romance qui se retrouve là-dedans qui m'a pourfendu le cœur, hein. On est sur quelque chose où j'étais en mode ah, et dans mes souvenirs, alors comme vous savez les publications elles sortent quand même hein, tous les ans, hein, à un moment je me suis dit mais je pensais avoir compris autre chose, donc les informations qu'on donne aux personnages ne sont pas les bonnes par rapport à ce qui avait été dit avant, mais ça m'a assez touchée de retrouver certains personnages, voilà, parce que là c'est un peu le retour des vieux amis quoi, on est sur quelque chose qui est assez émouvant, il y a des moments qui m'ont assez ému, j'aime beaucoup en fait la relation conflictuelle, je peux pas vous dire entre deux personnages dans le récit qui deviennent ennemis, ça me fait un peu penser à Guts et à Griffiths. D'une certaine manière, dans Berserk, pas aussi poussé loin, pas aussi tragique, j'ai envie de chialer. Et j'ai bien aimé retrouver Lorne, parce que Lorne c'est un personnage que j'aime beaucoup, on voyage beaucoup, on découvre d'autres terres, il y a du complot politique, donc ça en fait un livre qui se lit extrêmement vite. Voilà, le bouquin, je peux vous dire, il fait 300 pages je crois, il est vraiment très court, il fait 330 pages, écrit comme ça. Donc pour le coup, ça se lit vite. Mais je l'ai dévoré, hein, ça se lit super vite, c'est un page turner, c'est très saccadé comme écriture, donc ça coupe, on a des petits passages, donc il y a vraiment un effet de page turner qui est assez frustrant, parce qu'on a envie de savoir la suite, mais pour le coup, sur ces points-là, voilà, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. L'intrigue en soi est assez intéressante, mais c'est loin de la complexité en fait. Je trouve que l'intrigue est beaucoup plus simpliste. On est vraiment là sur des petites pas des petites sous-intrigues, mais sur des choses qui avancent petit à petit. La chose que j'ai un petit peu à reprocher, c'est que comme je vous disais, c'est très séquencé. C'est qu'en fait, on a des bouts d'histoire enchaînés à la suite, qu'on ne développe pas, qui sont très rapides pour le coup. Et t'es en mode, bah, on prend un peu son temps pour caler les enjeux. Non, on y va. En fait, c'est on y va. Et t'es en mode, ok, d'accord, il y a pas de on creuse pas l'univers, on a à peine le temps d'être dans les émotions des personnages, on est dans l'action, on est dans le truc, faut que ça bouge. Je suis en mode, c'est pas ce que j'avais lu au début, ça n'a pas la sensibilité et la profondeur que ça avait eu au début, donc il y a ce côté saccadé et j'allais dire non, pas non travaillé parce que l'histoire est travaillée, j'ai vraiment énormément de respect pour Pierre Pével donc je me permettrai pas de dire ça, pas aussi creusé que les premiers tomes. Il y a cet effet saccadé de coupure qui fait que bah on est un peu sur sa fin à chaque fois. C'est très précipité. Voilà, c'est ça le point qui m'a un peu frustrée, c'est qu'on a attendu 1 an pour avoir un récit qui est énormément précipité dans les enjeux, dans les actions. Voilà, ça va super vite. Et de la crédibilité dans le texte qui m'a parfois un petit peu fait sortir du texte, dans le sens que par exemple, Lorne va se sacrifier d'une certaine manière avec ses chevaliers, ils vont se rendre dans un endroit pour combattre voilà 300 mecs, non ils sont 10 bonhommes contre je sais pas combien, c'est pas la première fois que ça arrive dans le royaume, mais bref, pour sauver quelqu'un, et en fait bah tout le monde se fait massacrer, en fait le mec qui est sauvé fait demi-tour pour les aider, donc je suis en mode mais à quoi ça sert à part massacrer les personnages, ça n'a pas de, j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt en fait, j'ai pas compris l'intérêt de cet ajout de scène, voilà, qui n'était pas crédible selon moi stratégiquement parlant, et voilà, donc ces petits points là, donc je suis assez, mais c'est vraiment de la tristesse en fait, parce que c'est pas un mauvais livre, hein, ça se lit très bien, j'ai lu des choses beaucoup plus mauvaises en fantasy, ça se tient bien, l'histoire se tient, en fait ça me fait penser un petit peu, vous savez à quoi, ça me fait penser un petit peu au dernier tome que j'ai lu de Vaeline, de Blood Song, de la nouvelle série. C'est beaucoup de choses qui sont précipitées. Voilà, on nous prend, ça fait très fantasy un peu à l'américaine, vous savez, où il y a beaucoup d'action, on enchaîne beaucoup les choses, donc voilà, ça m'a un petit peu perturbée, hâte d'avoir le tome 6, et j'espère que ça sera un peu plus développé, un peu plus poussé, mais ça m'a rendu assez triste à ce constat, parce que c'est une série que j'ai bien aimée. Alors, c'est pas un livre qui est mauvais, c'est un livre où mes attentes n'ont pas été atteintes, donc je pense que c'est un livre qui est plutôt bon, ça m'a fait penser un peu à Blood Song, le dernier de la deuxième duologie, voilà, dans ce type de fantasy à l'américaine, mais il n'y a pas le charme des premiers tomes, donc voilà, je suis vraiment triste parce que c'est vraiment la série que je préfère de Pierre Pével, mais on va s'en remettre hein, et on va attendre le tome 6, c'est surtout ça. Ensuite, j'ai lu une petite lecture de Noël. Bye bye les romances de Noël, autre téléfilm. Voilà, là on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Je vous présente donc Sherlock Holmes et le démon de Noël, qui est donc écrit par James Lovegrove. Alors déjà, je dois tout de suite vous dire, ce n'est pas à la hauteur des Sherlock qu'on a connus. Mais c'est pas la prétention de ces séries-là, parce que je sais que Bragen a publié plusieurs autres séries sur Sherlock Holmes avec Toulouse. Il y a vraiment une empreinte paranormale. Alors le pitch il est simple, c'est Sherlock et Watson sont en train d'arrêter un mec,
Et après l'arrestation, il y a une nana qui fait oyez oyez, j'ai un problème. Voilà, c'est une nana qui est la fille d'une grande famille anglaise qui a une des plus grosses fortunes. Sa tante qui est décédée lui a légué son héritage pour que la nana, vu qu'on est dans un monde de patriarcal, puisse avoir quand même un minimum d'héritage et ne pas dépendre de son mari. Elle ne pourra l'hériter que si elle ne devient pas folle, que sa mère est morte de folie, et donc pour le coup, tout va bien, hein, cette fille est assez saine d'esprit. Mais quand elle va dans cette demeure, elle n'arrête pas de se faire persécuter par un démon et donc elle en appelle à Sherlock pour l'aider à résoudre cette enquête. Donc ils vont se rendre dans le château au fin fond de l'Angleterre durant la période de Noël, voilà, où toute la famille s'est dit on se réunit, donc il y a plein de gens et ils vont enquêter, donc il y a plein de secrets, il y a voilà, ce côté un petit peu paranormal et ces dîners de Noël très très riches qu'apprécie particulièrement Watson, faut savoir dans le texte. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je consomme beaucoup de films policiers et ce genre de choses. Je le fais depuis que je suis très jeune, donc il est rare que je ne trouve pas le coupable avant la fin. Et pour le coup, là je l'avais trouvé, mais ça ne m'a pas gâché la lecture parce qu'on est vraiment sur un livre à ambiance avec le côté paranormal. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance château, fortune, ça m'a fait vraiment penser à un petit Hercule Poirot, vous voyez, un petit Hercule de la famille qu'on aime bien, et Sherlock et Watson fonctionnent bien ensemble. Il y a aussi plein de choses sur leur relation, alors pas de relation charnelle, hein, mais leur relation en tant que coéquipier, si on peut dire ça, où Watson peut ressentir parfois de la jalousie, ou du moins une certaine frustration. Bref, c'était intéressant, il y a pas mal de rebondissements dans le texte, où on va apprendre des petites choses. C'est Sherlock à Noël, qui essaye de débusquer un démon, quoi. Pour le coup, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est assez court. Alors, c'est un roman qui est plaisant, je pense qu'il peut plaire aux gens qui aiment bien Sherlock Holmes, mais vous attendez pas à la qualité des chiens des Baskerville et tout ça. Le truc c'est que c'était assez court, les informations étaient, on prenait pas trop son temps pour expliquer les choses, ça allait très vite, même l'enquête elle va très vite en soi, Sherlock trouve les choses très très facilement, donc il y a ce petit côté où pour les amateurs de polar je pense pas que ça va être une grande lecture, mais c'est surtout un truc assez charmant au niveau de l'ambiance, au niveau de ce démon de Noël, de cette famille, de cette réunion, des buffets et tout ça. Bref, c'était une chouette lecture de Noël qui change des téléfilms de Noël, hein, on doit vous dire, on est sur un autre délire. Et il y a des questions qui sont soulevées, je peux pas vous les expliquer parce que ça fait partie des spoils du livre, qui sont assez intéressantes vis-à-vis de la société de cette époque là. Bref, assez sympa. Il est classé dans les collections steampunk hein, quand c'est comme ça, mais c'est plus ici du paranormal, un côté fantastique au sens fantastique, où il y a un élément un peu étrange dans une période historique qui est assez crédible. Donc voilà, je vous le recommande si ça vous tente. Bon, après la période est un petit peu passée, mais pour l'hiver ça se passe super bien. Une petite enquête pas trop difficile, ça fait plaisir de temps en temps, donc voilà, c'était une bonne lecture. Et enfin, je vais vous parler d'une BD que j'ai reçue, que j'ai beaucoup aimée. On ne m'envoie jamais de BD. Voilà, c'est marqué sur mon front, cette personne ne lit pas de BD. J'aime beaucoup les BD, mais comme vous savez, c'est un budget. Quand on lit déjà beaucoup de romans, on peut pas se fixer sur tout. Voilà. Et donc, on m'a envoyé une BD de Joe Kelly et de Nico Henrichon qui s'appelle Fang, chasseuse de démons, chez les humanoïdes associés. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. On m'avait pitché un petit peu l'histoire, alors déjà ça me plaisait sinon j'aurais pas accepté, mais pour le coup c'est l'histoire de la toute petite Fang. C'est une petite renard ninja, elle est trop mignonne, qui est hyper badass quand elle veut. Et oui, je m'emballe un peu, mais j'ai bien aimé l'histoire. Et pour le coup, la petite Fang, elle vit dans un monde où il y a des humains, des animaux humanisés qui parlent, un peu médiéval, voilà. Et il y a des démons qui se nichent dans n'importe qui et qui foutent la merde dans ce monde. Et donc son but c'est de chasser les démons, sauf que les chasseurs de démons, ils sont un peu plus badass que le petit renard. Mais elle en cache beaucoup sous sa cape, et donc on va suivre 3-4 histoires, voilà, et notamment peu à peu découvrir un peu de choses sur ce monde, un petit peu de choses sur cette histoire, sur ce personnage, et c'est assez surprenant, voilà, en termes de narration à plusieurs points. La BD, alors déjà que j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que la Fang elle est hyper attachante, à chaque fois il y a une morale qui est sympa, l'univers est hyper cool, les animaux humanisés moi j'aime beaucoup, mais le dessin fait que ça m'a conquise. Alors je vais vous prendre un truc sans vous spoiler, tac, voilà. Je vous prends la petite Fang là qui est sur son petit chariot.
J'aime beaucoup parce qu'il y a un effet crayonné, vous savez pas, une BD qui a été faite à l'ordinateur, il y a un effet presque si c'était dessiné sur une feuille de papier et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Les traits sont pas hyper, vous savez les noirs sont pas hyper dessinés, c'est plus, j'allais dire plus léger. Et les animaux, alors les humains sont beaux, mais les animaux sont particulièrement bien faits. J'aime beaucoup cette ambiance un peu médiévale. Vous voyez, les ours, ils portent des costumes et tout, un peu badass. Bref, voilà. Et vu comment ça se termine, j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que c'est très surprenant à chaque fois. Même dans les petites histoires, il y a toujours un rebondissement. Et j'ai hâte de voir parce que là, c'est vraiment un tome introductif pour te placer en fait le concept de l'histoire, qu'il y a des démons et des chasseurs de démons et tout ça. Mais c'était vraiment cool, donc je remercie la maison d'édition de m'avoir fait confiance pour me l'envoyer parce que c'était assez, ça m'a vraiment plu et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort il me semble en mars ou en avril de cette année, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Mais Fang elle est trop mignonne, genre je l'aime trop, chaque fois qu'elle est dans le récit j'étais en mode oh elle est trop mignonne, et après elle faisait des prises de ninja et elle tapait tout le monde et j'étais en mode oh là là, bref, c'était une très très bonne lecture que je vous recommande. Donc c'en est tout pour ce premier update lecture, n'hésitez pas à me dire vous, les petites lectures avec lesquelles vous avez commencé l'année 2022 tranquillou. C'est que des services presse parce que bah il y a eu des problèmes d'envoi, donc je me retrouve avec plein de services presse à faire en même temps. Et bah n'hésitez pas à faire un petit tour sur la Fairy Box si vous voulez vous procurer une couronne d'océ d'épines, voilà, avec une petite box littéraire. C'est le cas, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une jeune création d'entreprise et en plus le concept est assez cool. Donc voilà, je pose ça là. On se retrouve ce soir à 20 h pour un live Twitch comme tous les mercredis. On papotera de plein de choses, des fêtes de fin d'année, de comment s'est passé votre Noël. J'ai hâte de savoir. Et surtout, j'ai envie de vous parler un peu des séries et tout ça que je regarde. Je suis en train de regarder une série qui a été un véritable coup de cœur. Il me reste le dernier épisode. Mais je me suis pris une tape dans le visage. Et ensuite, j'ai regardé les 20 ans d'Harry Potter. Donc je me suis pris une autre tape dans le visage. Et j'ai pleuré. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve dimanche pour le book haul. Et à la prochaine.